Aujourd'hui, on va parler de 5 façons d'investir ton argent en tant qu'émigré, ok? Que tu sois en Occident ou que tu sois en Amérique du Nord, principalement le Canada, que j'affectionne beaucoup. Donc, si tu aimes l'argent, que l'investissement te parle, ok? Et que tu aimes comment gagner de l'argent, reste sur cette vidéo. Sinon, tu peux passer ton chemin. C'est correct. Tu verras d'autres vidéos sur la chaîne, ok? Mais si c'est la première fois que tu me découvres, ben moi, c'est Fallon, ok? Je suis analyste en informatique. Et sur cette chaîne, je te parle de tout ce qui est développement personnel, de comment gagner de l'argent, ok? Comment avoir des revenus complémentaires et comment justement tu peux level up en cette année. Si toutes ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et surtout à partager en commentaire quelles sont les façons que toi tu utilises pour fructifier ton argent. Hein? Comment tu fais? Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Moi, j'aime aller droit au but, ok? Donc, comment moi je fais personnellement pour investir l'argent? Maintenant, pourquoi d'abord investir son argent? D'aucuns me diront que, oh, vanité des vanités, tout est vanité. Oh, l'argent ne fait pas le bonheur. On vit pourquoi? Il faut se faire plaisir. Pourquoi tout le temps parler de l'argent? J'ai eu cette discussion avec des amis qui disaient que l'argent fait le bonheur. Je disais que l'argent, dans le fond, ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue. Je ne suis pas une adepte de l'argent à tout prix, non, mais j'aime l'argent et je sais que l'argent me localise où que je sois. Contre vents et marées, je suis l'ami de l'argent, ok? Donc je sais chercher l'argent, j'aime l'argent, mais ce n'est pas au dépend de ma vie ou de ma santé, loin de là, ok? Donc, si tu es dans la team que tu aimes l'argent, que tu veux pouvoir laisser hein, hein, ton héritage, ok, pour tes enfants surtout, tu veux impacter les gens autour de toi, tu as besoin de l'argent. Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi je chuchote? Parce que là où je suis, je ne peux pas parler très fort. Donc, prenez comme ça. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre, ok? Donc, comment tu peux faire avec ton salaire, tes revenus actuels, fructifier ton argent, le conserver ou l'amplifier? Il y a plusieurs leviers, surtout si tu es en Amérique du Nord. Mes chers amis qui sont en Occident, notamment en France, c'est sûr que il y a aussi une façon de faire pour le premier point que je veux partager avec vous. Mais ce n'est pas autant amplifié qu'en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, le levier bancaire est démocratisé. Le levier bancaire, je pense qu'il faudrait que je fasse des vidéos spécialement dédiées à ça. Je veux parler ici de l'immobilier. Ok? Si vous êtes de fins connaisseurs d'immobilier en Amérique du Nord, laissez-moi savoir en commentaire. J'aimerais bien discuter avec vous. Parce que l'immobilier ici, c'est comme, considérez l'immobilier comme une usine à cash dans le fond. Je vais vous donner un exemple palpable, ok? Supposons que vous trouvez une belle maison qui vous plaît. Elle vaut peut-être 100 000. Je dis juste comme ça, ok? Elle vaut peut-être 100 000. Vous allez au niveau de la banque, vous avez un très bon boulot d'abord, vous avez assaini vos finances, c'est-à-dire que vous n'avez pas de dette, en tout cas de dette qui puisse vous empêcher de faire ce genre d'achat. Vous avez peut-être une auto qui n'est pas très cher payée, ok? Donc vous êtes solvable. On appelle ça solvable au niveau de la banque. Vous allez au niveau de la banque, vous dites, OK, j'ai un très bon revenu, j'ai un bon salaire, je n'ai pas encore de charges ou d'enfants. Est-ce que vous pouvez m'estimer à quelle hauteur vous êtes en capacité de m'accompagner sur un projet immobilier? Donc, votre conseiller va vous dire, OK, au vu de tes revenus, je pense que tu es en capacité de soulever une maison ou un bien à hauteur de 150 000. Je dis juste comme ça, OK? Tu vas dire, OK, j'ai trouvé un bien. Donc, ils vont te faire comme une lettre de préqualification pour te dire, on te qualifie à 150 000. Donc, tu peux aller jusqu'à 150 000 $ d'endettement. Je dis juste ça. On prend un exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne en Amérique du Nord. Donc, tu trouves le bien à 100 000, tu vas aller voir maintenant avec cette qualification, tu dis, OK, vous m'avez qualifié à 150 000, j'ai trouvé un bien qui est à 100 000. Est-ce que c'est possible de faire affaire? Ils vont te dire, est-ce que tu as un minimum à apporter sur la table? Bien vrai, je suis la banque, je vais te prêter les 100 000 sur 25 ans et maintenant sur 30 ans au Canada, récemment. Mais est-ce que tu as de quoi me prouver que ce bien-là t'intéresse vraiment? Est-ce que tu as un pourcentage à apporter? Généralement, au Canada, ici,
tu as la possibilité d'apporter 5% si c'est un bien où tu vas résider toi-même, ok? Mais si c'est un bien locatif ou à usage commercial, tu dois apporter au moins 20%. Donc, supposons que tu es un premier acheteur, ok? C'est ta première maison et que tu veux y vivre ou vivre avec ta famille. Donc, tu dois amener 5% des 100 000. Donc, 5% de 100 000, si on fait vite le calcul, ça fait 5 000 dollars, ok? Donc, pour acheter un bien à hauteur de 100 000, tu apportes 5%. 5% sont considérés tout ce qui est frais annexes, c'est-à-dire frais de notaire, frais d'inspection, frais de patati patata. Il faut prévoir, grosso modo, si tu vas tenir compte de tous les frais avoisinants, il faut prévoir environ 7,5% que tu apportes sur la table pour prouver à la banque que tu es vraiment intéressé par ce bien-là. Donc, vous faites affaire, vous faites le deal, tu achètes. La maison, au bout de 5 ans, disons, on va mettre large. Au bout de 5 ans, ta maison que tu as achetée à 100 000 vaut peut-être maintenant, le secteur a bien évolué, la zone géographique a été bien développée et tout, d'autres personnes se sont installées. Donc, ta maison a pris de la valeur, ok? Et tu as pris le temps aussi de bien entretenir, de faire quelques rénovations pour le remettre au goût du jour. Donc, au bout de 5 ans, tu réestimes ta maison, c'est-à-dire que tu amènes un évaluateur immobilier qui va t'évaluer ta maison pour te dire, OK, tu l'as acheté il y a 5 ans à 100 000, mais aujourd'hui, ta maison vaut 150 000. Tu vois, au bout de 5 ans. Donc, tu prends l'évaluation, tu vas à la banque, tu dis, OK, monsieur le banquier, je sais que j'avais acheté cette maison et vous m'avez financé à hauteur de 100 000, mais aujourd'hui, ma maison vaut 150 000. Est-ce que c'est possible de pouvoir me réemprunter les 150 000? Est-ce que tu comprends le truc? Tu refinances ta maison. Est-ce que vous êtes en capacité de me donner la plus-value, l'augmentation, les 50 000 que ça a pris là? Est-ce que vous pouvez me donner ça? Ça va être un nouveau prêt. Tu comprends? Donc, tu peux prendre ces 50 000 et en disposer. Mais comme on est des investisseurs, n'est-ce pas? On se le répète. On ne prend pas l'argent pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller faire n'importe quoi là. Non. On investit. Parce que pourquoi? On veut assurer sa retraite plus tôt. La fête de retraite, 60 ans, etc. Là, on n'est pas dans ça. Donc, c'est maintenant qu'il faut. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends la plus-value de ta maison. Donc, ta maison aujourd'hui vaut 150 000. Les 50 000 que ta maison ont pris, tu les reprends au niveau de la banque. Donc, la banque te sort le cash que ta maison a encaissé. Tu prends ça et tu vas faire un apport pour un autre bien. Tu peux acheter un immeuble, tu peux acheter un plex. Les plex ici, c'est des immeubles qui ont plusieurs portes. Donc, un appartement, 2 appartements, 3 appartements. Donc, ça s'appelle ça plex. Donc, dépendamment de ce que tu as en capacité d'acheter avec tes 50 000, tu pars encore à la banque, tu dis, OK, j'ai déjà une maison que je paye. Maintenant, combien je suis encore qualifiée actuellement avec mes revenus? À combien je suis qualifiée? Il y a beaucoup d'autres stratégies. Là, je ne vais pas dans les détails, mais je vous donne globalement l'idée, OK? Mais en termes de stratégie, il y a plusieurs types de stratégies en fonction des profils aussi, OK? Donc, tu repars à la banque, tu dis, OK, combien vous me valuez? J'ai déjà une maison d'Anani, combien je suis en capacité encore d'aller chercher en termes de crédit auprès de la banque. La banque va dire, OK, là, tu es en capacité d'aller chercher encore un 100 000 ou un, je ne sais pas, je dis juste comme ça, un 100 000 ou un 200 000. Tu vas dire, OK, là maintenant, comme je ne vais pas habiter dans la maison, je dois faire un 20%. Parce que je veux faire du locatif. Donc, tu ramènes les 50 000, tu dis, OK, voilà les 50 000, c'est en capacité 20% de 100 000 par exemple, ça fait 20 000. Donc, tu prends 20 000 dans tes 50 000, OK, tu payes ta deuxième maison, OK, que tu le loues. Que tu loues tout simplement, il te reste 30 000. Avec les autres 30 000, si tu es intelligent, je te donnerai d'autres stratégies, ok, dans d'autres vidéos, parce qu'on ne va pas tout partager non plus là. L'objectif, c'est de te dire c'est quoi les points sur lesquels tu peux comme investir ton argent, surtout si tu es en Occident ou en Amérique du Nord. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. En Occident, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, c'est le hic au niveau de l'Occident. En Occident, comment ça se passe? Tu vas toujours au niveau de la banque, on te qualifie, on te dit, OK, tu peux soulever tel montant de crédit par rapport à tes revenus, OK? Tu trouves le bien, tu l'achètes. Tu fais un apport aussi, dépendamment, il y a un pourcentage à apporter sur la table, tu achètes le bien. Par contre, la différence entre l'Occident et
l'Amérique du Nord, c'est que tu n'es pas en capacité de prendre la plus-value que ton bien a eu. C'est-à-dire que si par exemple dans le temps, au bout de 5 ans, comme ici, ton bien a pris 50 000, tu ne peux pas partir à la banque et dire, OK, réempruntez-moi les 50 000, j'en ai besoin. Ça se fait pas. En Occident, en tout cas, pour avoir vécu là-bas, je ne sais pas si ça a changé, mais ça se fait pas. La seule façon de dégager de l'argent dans tes biens, c'est de les revendre. Donc, soit au bout de 5 ans, tu vois que ça a pris de la valeur, tu revends ton bien, tu prends les 50 000, ça te fait une plus-value nette que tu peux maintenant utiliser autrement. On va passer au point 2. Donc, si tu es en Occident, comme tu ne peux pas multiplier les biens, à moins que vraiment tu as la forte capacité d'épargne, c'est-à-dire que tu sais qu'au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, tu épargnes tel montant, tu achètes tel bien. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu achètes. Fréquemment, en fait, ton épargne peut te permettre d'acheter 20% de tel immeuble, par exemple. Donc, au bout de 5 ans, à chaque fois, tu soulèves un immeuble, mais avec ton épargne personnelle. Alors qu'en Amérique du Nord, il y a trop de stratégies. Je ne veux pas tout mettre ici, les gars. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Tu as la capacité de mettre en place un système, ok? Un système. Écrivez-moi système, et je vous dirai, ok, en inbox, comment vous allez faire. Anyway, bref, dépendamment de dans quel continent tu es, sur quel continent tu es, la stratégie va différer. Mais en Occident, c'est toujours faisable. Au bout de tel nombre d'épargne, tu peux toujours aller à la banque, acheter. Ce qui est sûr, c'est que ton bien prend de la valeur. Au bout de 25 ans, donc au niveau de la cinquantaine, on va dire, maximum 60 ans, tu as des locataires qui te payent en fait une rente. Tu deviens rentier tout simplement. C'est que tu as la maison, tu entends ton téléphone biper et c'est le loyer qui vient. N'est-ce pas wonderful? Tu as la capacité même, plus tu achètes, parce qu'à partir d'un certain nombre de biens, tu dois passer en société. Il y a plusieurs formes de société, tu comprends? Donc, parce que si tu ne fais pas ça, tu vas payer beaucoup plus d'impôts. Et si tu es dans la mentalité de je veux construire un patrimoine immobilier, la cession à tes enfants, à ta descendance sera beaucoup plus compliquée et l'État risque de bouffer beaucoup dedans. Donc, en tout cas, si c'est des sujets qui vous intéressent, moi je suis passionnée d'immobilier. Je n'en parle pas souvent sur la chaîne parce que je veux d'abord faire mon parcours, mon petit chemin d'abord, ok, être sûr de ce que je vous dis. Mais si c'est quelque chose, c'est des sujets aussi qui vous intéressent, je peux vous partager. Mais bref, donc le premier volet à ne surtout pas négliger, c'est l'immobilier que j'affectionne de tout mon cœur. En fait, j'ai commencé par l'immobilier et ensuite j'ai découvert cette année, j'entendais parler de la bourse dans le fond, mais j'aime pas investir de l'argent dans ce que je ne maîtrise pas. Donc, en ce début d'année, je me suis dit, OK, sur quoi j'aimerais bien travailler? J'entends souvent la bourse, la bourse. À chaque fois, je vois les courbes, ça me mystifie en fait. Je me dis, mon Dieu, c'est des geeks, c'est des surdoués qui... Je me suis dit, cette année, je vais m'y intéresser. Et plus j'écoute des podcasts, j'écoute des livres par rapport à ce sujet, et mieux je me sens beaucoup plus confortable à aller vers. Et c'est surtout une amie qui est dans notre ville, big up à toi, elle se connaît, je ne vais pas donner son nom, mais elle se connaît, elle m'a parlé mais Chantou, je sais que, hey, Fallon, je sais que il y a plusieurs façons de gagner de l'argent, mais la bourse, elle est intéressante, surtout quand tu prends tout ce qui est intérêt combiné, parce que quand tu mets par exemple 10 000 en bourse, c'est un exemple, ok? Tu mets 10 000 en bourse, surtout en Occident et en Amérique du Nord, ça varie. C'est pour ça que je vous dis ça varie. Moi, je prends juste le cas de l'Occident. Ici, il y a plusieurs façons d'investir en bourse, ok? Tu as des systèmes qui sont mis en place pour favoriser l'épargne. Okay, des citoyens. Il y a le CELI, il y a le CELI A pour les primo-accédants, les primo-acheteurs, il y a le REER, il y a plein de systèmes qui sont mis en place pour assurer ta retraite et ton épargne. Ok? Bref, je ne suis pas là pour donner des cours, je ne suis pas experte en ça, mais j'ai découvert la puissance de la bourse. Surtout quand tu mets de l'argent et que sur du long terme, ça se fructifie. Si tu veux faire de la bourse, je te dirais, si tu veux faire de la bourse, ne t'attends pas à ce qu'au bout de 2 ans, tu gagnes énormément. Ça ne fonctionne pas comme ça. En bourse, le conseil qu'on m'a toujours donné, c'est mets l'argent que tu sais que même si tu perds là, ça te fait pas mal. Ok? Que tu es prête à perdre dans le fond.
Donc, si par exemple, hein, tu gagnes 10 000 et que tu trouves que 1 000 francs, même si tu payes 1 000 francs, ça ne te dit rien là, tu peux mettre 1 000 francs en bourse. 1 000 francs à chaque mois, ça fait l'année 10 000, ça fait au bout de 5 ans, 50 000. C'est pas énorme, mais c'est vraiment, j'ai pris l'exemple de 10 000, sachant que personne ne gagne 10 000 là, ok? Donc, imagine si tu as de fortes sommes, enfin, de fortes sommes que tu es prête à perdre, de l'argent que tu es prête à perdre. Quand je dis de fortes sommes, ne mettez pas l'argent que vous allez perdre et commencez par regarder en l'air là, parce que la bourse, ça fluctue. Tantôt, tu vas voir ton argent bien gonflé, d'autres fois, tu vas voir ça va bien descendre. Il faut juste se dire que tu investis sur du long terme. C'est comme ça que la bourse fonctionne. Donc ici, je te recommanderais d'aller plus sur des fonds, des FNB, qui se calquent plus sur l'indice du S&P 500. Je ne vais pas vous flouer là, moi, mais je ne maîtrise pas très très bien. Mais la première fois que j'entendais ces termes, je me disais, oh mon Dieu, ça doit être bien compliqué. Mais non. Suivez juste, allez sur YouTube, tapez FNB, ok? Si vous êtes au Canada ou en Amérique du Nord, tapez les fonds calqués sur l'indice S&P, vous allez trouver des choses, ok? Donc, that's it. Il y a la bourse. Documentez-vous. Moi, je continue toujours par me documenter en tout ce qui concerne la bourse. Et ce que j'ai fait, c'est que j'utilise une application. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ah oui, j'investis. Non, enfin, j'investis. Il y a plusieurs façons d'investir, surtout pour nous les immigrés. Je parle pour nous là, les autres. Excusez-nous, excusez-nous. Je parle pour nous les immigrés. Moi. Tu as la possibilité d'investir en bourse en Occident, en Europe, en Amérique du Nord, mais tu as aussi la possibilité de le faire en Afrique. Si tu veux le faire en Amérique du Nord ou en Occident, tu n'as pas besoin forcément d'intermédiaire dans le fond, parce qu'il y a plusieurs applications qui te permettent de le faire sans forcément que du jour au lendemain, tu perds ton argent. Il y a des applications qui ont fait le pro. Je ne vais pas faire de pub ici, mais renseignez-vous, ok, sur Internet. Et moi, ce que je fais, j'ai l'application qui me permet de voir justement les fonds qui m'intéressent. Et je mets en place un système où, de façon récurrente, j'investis en bourse et je réinvestis mes dividendes, c'est-à-dire que l'argent que mon argent a fait, l'argent que j'ai gagné dans le fond, je réinvestis, tu vois. Et l'objectif, c'est pas de gagner à court terme, c'est vraiment à long terme. Et comme je dis, c'est pas l'argent que ça va partir et je vais perdre et que ça va me faire peur là, non. C'est juste de l'argent que je sais, bon, c'est pas grand-chose, tu vois. Mais ça me permet de comprendre comment fonctionne la bourse, de mettre les pieds dedans, de commencer par avoir la mentalité aussi bourse, parce que j'étais très immobilier, ok? Donc là, j'essaie de me diversifier. Donc, il y a deuxième façon de faire la bourse. Mais comme je disais, il y a une façon de faire aussi la bourse en Afrique. Aujourd'hui, tu as les BRVM, si je ne me trompe, qui te permettent, tu vas voir la banque, par exemple, pour acheter des actions, ok? Il y a des obligations que tu peux acheter, des actions que tu peux acheter. Il y a plein de choses que... Allez vous renseigner, que je ne suis pas experte là, mais il y a des choses que tu peux faire, mais de façon légale, ok? Pour gagner de l'argent. Et surtout qu'en Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de transformations qui font que les entreprises sont beaucoup plus rentables. Les États aussi empruntent via les obligations. Donc, tu peux toujours gagner de l'argent. OK? Maintenant, on parle de combien, ça va dépendre de toi-même, de combien tu es en capacité de perdre, comme je dis. OK? À part la bourse, donc là, j'ai parlé d'immobilier, je t'ai parlé de la bourse. Je vais te parler aussi, si tu es immigré et que tu as envie d'investir au pays. J'entends beaucoup de gens dire, il faut construire un building au pays. C'est-à-dire que tu vis à l'extérieur, tu construis un building de un étage, c'est toi la chose. Moi, je te conseille pas ça. Pourquoi? Moi, je trouve que ça n'engage que moi, dans le fond. Je trouve que c'est plus rentable pour moi de prendre l'argent de la banque, acheter un immeuble, louer à quelqu'un qui paye la banque. C'est-à-dire que c'est entre la banque et le locataire. Et à la fin de 25 ans, je me porte juste comme propriétaire. À la fin de 25 ans, j'ai l'immeuble qui me revient. Que de prendre mes économies de toute une vie. Parce que construire un building là, c'est pas moins de millions, de centaines de millions.
de prendre des économies de toute une vie, tu vas acheter des terrains, tu vas te mettre à construire en plus à distance. C'est-à-dire que tu n'es pas là sur place. Donc, les gens que tu emploies, si tu trouves des gens de confiance, amen. Mais sinon, ils vont manger aussi leur part. Donc, toi, tu prends toutes tes économies, tu mets des personnes, tu immobilises des personnes qui te font le boulot, mais en tout cas comme ils le veulent, à leur bon vouloir. Et ensuite, combien tu es en capacité de louer, de sortir de ce bien pour que tu sois rentable. Alors que ces 100 000 là, si tu prends ça, tu peux faire un apport de 4 immeubles déjà en Occident et c'est la banque qui te finance le reste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bref, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo spécialement immobilier là. On va plus discuter. Moi, le conseil que je vous dirais, c'est pas juste de ne pas aller construire au pays. Non, attention. Tu peux construire ta petite villa, tranquille, indépendamment 3 chambres, 4 chambres, bonne villa, garage, piscine si tu veux. Bref, tu fais un bon petit chez toi qui ne nécessite pas grand entretien. Parce que dans le fond, tu n'es pas là tous les jours de l'année. Et même chaque année, ça reste un doute. Peut-être tu rentres aux 2 ans, aux 5 ans. Donc pour quelqu'un qui rentre rarement, immobiliser de l'argent dans un bien à plusieurs étages, je trouve que c'est insane. Mais ça n'engage que moi. Mais je suis ouverte à la discussion. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Ok? Fais ta petite villa. Et si tu n'es pas là, tu fais du Airbnb. Tu le sous-loues. Quand tu es là, c'est libéré et tu y vis, tout simplement. Et surtout, n'oublie pas qu'il y a l'usure. Donc, si tu n'es pas là, ta maison prend de... il y a l'usure dessus. Donc, réfléchis bien avant d'investir. Par contre, la meilleure façon d'investir en Afrique, surtout actuellement, c'est d'acheter des terrains. Après réflexion, là, un terrain que tu achètes il y a 5 ans, si tu vas voir le prix, surtout quand l'urbanisation passe, quand les voies passent et tout, mon Dieu, tu te fais de l'argent. Et ici, quand on parle de ton bien prendre de la valeur, là, surtout les terrains, c'est généralement double. Donc, c'est que tu as doublé ta mise ta mise de fonds, là, en deux au bout de quelques années. Donc, tu vois que le rendement est très important. Donc, en tout cas, par rapport à l'immobilier, moi, je dirais plus aux personnes immigrantes, achetez des terrains. Achetez des terrains et par rapport à la succession, vous verrez si vos enfants ont envie de retourner en Afrique un jour. Sinon, ça sera à la retraite, vous pourrez en bénéficier, les revendre si vous voulez, si vous avez besoin de cash. Genre, ça va être comme une façon d'immobiliser votre argent au cas où si vous en avez besoin, vous pouvez toujours vous en libérer. Tout simplement. Est-ce que j'ai un dernier point pour vous? J'ai un dernier point pour vous. Le dernier point de la façon comment tu peux investir aussi ton argent, c'est de créer des side business. Moi, je parle sur cette chaîne, si tu ne sais pas, de comment tu peux gagner ton argent. Je parle des side business. C'est bien d'être salarié. Ça revêt ses avantages et inconvénients, mais c'est bien d'être salarié, surtout si tu as une ambition immobilière, de patrimoine immobilier. Si tu n'affectionnes pas l'immobilier, franchement, je te dirais, va à ton compte, deviens freelance dans ton domaine. On va en parler aussi si ça vous intéresse. Bref, mais si tu as envie de créer un patrimoine, le salariat est bien pour toi. Mais ne nous contentons pas du salariat. Créons à côté un side business, un business à côté qui te permet justement de pouvoir injecter, mais tu sais, un peu d'argent là, tu mets dans ton business, tu sais que à force, ça va tourner et un jour, ça va bruiter. Bon, trêve de bavardage. Si tu as apprécié la vidéo, tu as vu, je suis allée vraiment posément dans les détails pour que vous me compreniez. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager, ok? Et surtout, dis-moi, si tu es en Amérique du Nord, comment toi tu fais pour fructifier ton argent? Et si tu es en Occident, fais-moi savoir, c'est quoi les leviers qui sont utilisés en Occident aujourd'hui? Et si toi, tu es en Afrique et que tu gagnes aussi de l'argent, laisse-moi savoir en commentaire, on ne sait jamais. Peut-être tu peux trouver des partenariats. Sur ce, on se dit à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye!